Bonjour à toutes et tous et bienvenue, nous sommes déjà une dizaine et je vois des personnes qui se connectent. Bienvenue à ce troisième mardi du Crédimi, donc mardi pour mardi de l'actualité, de la recherche en droit international. Un cycle de webinaires, donc de conférences en ligne pour favoriser la participation du maximum de chercheurs, de chercheuses d'un maximum de pays. Y compris donc les collègues qui seraient dans d'autres pays francophones non européens et pas forcément sur les mêmes fuseaux horaires. Donc ce format qui est sans doute critiquable et qui a ses défauts permet tout de même une connexion et une participation de collègues et de personnes qui sont actuellement sur différents continents. Et je m'en réjouis. Donc l'idée de ce cycle de webinaires est que une fois ou deux fois par mois, un chercheur ou une chercheuse en droit international vient présenter un ouvrage, une monographie qu'il ou elle a récemment publié à l'occasion donc d'une conférence d'une trentaine, quarantaine de minutes, à l'issue de laquelle eh bien, l'assistance a la possibilité de poser des questions. Alors, après deux premières conférences en juin et il y a quelques jours, en début septembre, j'ai aujourd'hui le très grand plaisir d'accueillir le professeur Fabrizio Marella. Euh, Merci, cher Fabrizio, d'avoir accepté de participer Merci à vous. aujourd'hui. Nous allons parler de votre ouvrage très récent qui s'affiche normalement sur les écrans de chacune et chacun, Arbitrage transnational d'investissement et conflits armés. On va donc en discuter pendant une heure. Je vous remercie beaucoup voilà, d'avoir accepté de venir présenter cet ouvrage que j'ai dévoré pour ma part. J'aurai l'occasion de dire tout le bien que j'en ai pensé. Je pense que je ne suis pas le seul. Mais voilà, pour l'heure, je vais vous laisser la parole pour donc 30 ou 40 minutes de présentation. Euh, et normalement, vous avez les commandes pour tout à partir de maintenant, cher Fabrizio. Merci infiniment, chers collègues, mesdames, messieurs les professeurs, chers collègues de tous les continents d'ailleurs, chers étudiants. C'est pour moi un honneur et une joie. Il y a un son qui interrompt. Je ne sais pas si c'est moi ou. OK. C'est vraiment une joie pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui dans ce temple du droit, de l'intelligence et de la liberté de penser que c'est le crédit. J'aimerais partager aussi non seulement quelques idées, mais aussi quelques souvenirs, parce que peut-être vous ne savez pas, mais lors de la rédaction de ma thèse doctorale que je faisais à Paris 1, mon sujet de thèse était la lex mercatoria après les principes du droit. Et comme vous pouvez l'imaginer, j'avais fréquenté déjà à Bologne Monsieur Goldman, Monsieur Fouchard et surtout Philippe Kahn, qui d'ailleurs était venu souvent à Venise. Et on avait discuté pas mal ensemble de ces sujets passionnants. Donc, j'ai un rapport spécial, intellectuel, du moins, avec les crédits. Et je crois que l'exemple du Crédit, et ça me semble utile de l'évoquer, est un exemple d'une liberté et d'une honnêteté intellectuelle qu'il faut garder, surtout pas seulement comme professeur, mais aussi comme des avocats et comme des arbitres. Car il y a des sujets, et je crois que ces sujets est un exemple où il y a une certaine tension, je vous allais dire, entre une analyse objective de faits et de droit. Je me souviens en passage Philippe Kahn qui me disait toujours, vous savez Fabrizio, nous on est comme des biologues du droit. Sur la Lex Mercatoria, il me disait, on est des biologues, il faut observer et on n'est pas en faveur des multinationales ou à la faveur des autres, mais on observe un phénomène juridique transnational et on voit ce qu'il fait et comment il fonctionne. Et je crois que l'arbitrage transnational d'investissement dans les cadres des conflits armés est un autre bon exemple, car surtout récemment, il y a eu, tout d'abord parce que c'est un sujet très peu exploré en doctrine, il s'agit d'un sujet d'une importance pratique évidente,
Et il s'agit d'un sujet aussi où les tentations de transformer notre animal d'étude, l'arbitrage, le transformer dans un sujet, dans un champ de bataille politique est fort. Et je crois qu'il faut s'opposer à cette transformation, cette repolitisation de l'arbitrage, car on a toujours étudié, on a toujours apprécié le fait que l'avantage de l'arbitrage d'investissement, si on veut que ça marche, si on veut qu'il soit légitime, c'est sa dépolitisation, et même si évidemment ça peut déranger parfois au vu des résultats que la dépolitisation peut présenter. Et donc voilà, le présent ouvrage que j'essayais d'écrire traite exclusivement de l'arbitrage transnational des investissements dans un contexte des conflits armés. On verra dans une première partie que même la notion des conflits armés aujourd'hui est assez complexe et il faut l'analyser avec un peu de temps. Il y a de nouvelles formes d'utilisation en fait de la force militaire. Il suffit de penser à la responsabilité de protéger, à la guerre mondiale contre le terrorisme et à la cyberguerre. Ce sont des cas de figure qui évidemment s'ajoutent à la partition classique, au bilan classique entre conflit armé international et conflit armé non international. Et ce sont, disons, des modèles de guerre, comme Madame Chinking les a appelés, des modèles de guerre qui, évidemment, dont on n'a pas tiré toutes les conséquences, surtout en matière d'arbitrage d'investissement. Et une fois donc abordé un peu le modèle de guerre, j'ai essayé de traiter dans ce livre, dans une première partie, les effets des conflits armés sur les traités d'investissement, un sujet assez classique, mais avec des conséquences importantes, car évidemment, dans les passés, il faut se souvenir un peu l'histoire du droit international des investissements. Ses racines, ce sont les traités d'amitié, de commerce et de navigation. Moi, je suis un Vénitien et vous savez bien que Venise était très lancée sur ces traités. Quelqu'un a dit même qu'à Venise, on a inventé la clause de la nation la plus favorisée. Et donc, mais évidemment, la nouveauté dans ces siècles est le fait que les traités bilatéraux sur les investissements, comme on le sait, sont dotés d'une clause d'arbitrage mixte. Donc, il permet d'attaquer un État s'il y a violation de ces traités. Et donc, dire, je reviendrai là-dessous, dire qu'un traité bilatéral d'investissement s'applique lorsqu'il y a une guerre est quelque chose qui est assez extraordinaire, parce que les traités, évidemment, et les anciens traités d'amitié le disaient, amitié, commerce, navigation, étaient conclus normalement en temps de paix pour régir des relations pacifiques. Et je crois que aussi un traité bilatéral sur les investissements est conçu principalement pour régir des relations pacifiques. Autrement dit, ce sont des instruments qui rentrent dans le droit de la paix, pas un droit de la guerre. Donc, les utiliser dans un contexte de jus in bello est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et malheureusement, il y a des arbitrages, des sentences où ces choses sont assez évidentes. Évidemment, une fois qu'on a dit que les traités bilatéraux sur les investissements s'appliquent même dans un contexte de guerre, après il faudra distinguer conflit armé interne ou international, internationalisé, etc., etc. Et il est évident que ces traités définissent les périmètres de compétences des arbitres d'investissement. Et on verra qu'évidemment, juger une affaire d'arbitrage dans un contexte de guerre demande de la part des arbitres une connaissance du droit international beaucoup plus approfondie de ce qu'on normalement voit pour les arbitrages en temps de paix, appelons-les comme ça. Et évidemment, l'arbitrage commercial international ici est loin du champ d'analyse de ce type d'arbitrage d'investissement en temps de guerre. La deuxième partie de cet ouvrage
D'ailleurs, je peux déjà montrer un peu. Je voulais seulement montrer les plans, comme ça vous pouvez suivre aisément mon discours. Voilà. La deuxième partie, mais je reviendrai là-dessous. La deuxième partie s'interroge sur les effets des conflits armés sur les règles secondaires de responsabilité internationale. Là est relativement plus facile, mais une fois qu'on a évidemment identifié les règles des droits primaires, qui est un droit international, ce sont les droits, disons, les standards et les principes qui concernent le traitement et la protection des étrangers. Et la deuxième partie, la responsabilité, concerne la réponse à la question un peu différente, la question de dire si un État est effectivement responsable du point de vue de l'ordre juridique international des violations qui ont été identifiées. Là aussi, il y a une certaine expérience. Il suffit de regarder les travaux de la Commission du droit international de l'ONU depuis les rapports de M. Ago, Roberto Ago. On a toute une riche analyse qui est évidemment est très utile à ces propos. Conclusion, vous allez voir, c'est peut-être lancer plus de questions que des réponses. C'est une réflexion sur l'essence de l'arbitrage d'investissement en temps de guerre. Est-ce que vraiment on a voulu créer ce type d'arbitrage pour régler des questions de guerre? L'expérience du temps passé nous montre que pour ce qui concerne les conflits armés non internationaux, la réponse est positive. Il y a une jurisprudence qui remonte assez loin dans les temps. Par contre, de dire qu'un arbitrage d'investissement peut être déclenché pendente bello, c'est-à-dire pendant une guerre interétatique à haute intensité, c'est quelque chose que, à mon avis, on n'avait pas vu dans le passé et on l'a vu principalement, et pas seulement, dans la crise, dans la guerre russo-ukrainienne d'aujourd'hui. Et alors, si c'est le cadre général, disons quelques mots sur la première partie. Nous avons dit que les deux modèles classiques de la guerre, ce sont les conflits armés internationaux et non internationaux. Je dis en passant parce que je consultais pas mal de professionnels, aussi de banques, d'assurances, pour me faire un peu une idée de ce que les gens, autres que les internationalistes que nous sommes, pensent sur un conflit armé international. Vous savez, la plupart des gens qui ne font pas du droit international sont convaincus que pour dire qu'un conflit armé interétatique est commencé, il faut encore une déclaration de guerre. Alors là, c'est vraiment du siècle passé. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a eu énormément de guerres à partir de là. Donc, c'est intéressant, mais par contre, ce n'est pas très compliqué d'évaluer si ou non il y a un conflit armé interétatique. La fin d'un conflit armé international est assez classique. Normalement, c'est un traité de paix. On verra justement ce qui se passe maintenant avec la guerre russo-ukrainienne. Autrement, et ça c'est plus récent, on peut avoir un conflit gelé où simplement il y a un cessez-le-feu et les parties s'arrêtent sur leur position. Mais les choses plus compliquées sont dans les conflits armés non internationaux. Parce que pour savoir si un conflit armé non international, et évidemment, c'est un sujet qui, normalement, déclenche assez aisément, j'oserais dire, l'application d'un traité bilatéral sur des investissements, pour savoir si un conflit armé non international est en cours, il faut une analyse très complexe, disons, très approfondie, qui s'appuie sur des indicateurs. Et la chose la plus importante, c'est l'évaluation du seuil d'intensité de la violence. Car évidemment, pas tout protestation, manifestation, émeute, trouble ou tension interne produisent un conflit armé non international. Au contraire, il faut un seuil assez élevé de la violence pour que nous puissions
parler d'un conflit armé en international. La qualification est importante parce que si on est dans un cadre de conflit armé interétatique, évidemment, mais aussi de conflit armé non international, les droits internationaux humanitaires s'appliquent et, comme l'Institut de droit international l'a souvent dit, il s'applique ipso facto. Il n'y a pas besoin de déclaration spéciale de la Croix-Rouge internationale, par exemple, ou des personnes. Les jus in bello, une fois qu'il y a une guerre, évidemment, c'est les droits de la guerre qui s'appliquent. Et cette complexe de règles, le jus in bello, qui fait partie du droit international humanitaire, a la position de lex specialis parmi les sources du droit international. On va reprendre ces questions par la suite, car évidemment, après, il faudra se poser la question si un traité bilatéral est plus spécial de jus in bello ou c'est le contraire. Je ne vous dis pas la réponse tout de suite, je vous dirai après. Ma réponse, évidemment, parce que c'est un sujet très débattu. Mais avant de continuer, laissez-moi simplement mentionner les autres trois modèles de guerre qui, à notre époque, compliquent aussi le cadre d'analyse. Il y a la guerre mondiale contre le terrorisme qui, on sait bien, a été lancée depuis le 11 septembre 2001. Cette guerre, personne ne sait comment et quand va se terminer, mais il est clair que si on revendique le pouvoir unilatéral d'attaquer des sujets privés n'importe où, n'importe quand, comme évidemment c'était la déclaration de George Bush dans le monde, ça veut dire qu'on peut avoir un jour, je ne vais pas trouver vraiment de cas sur ce type, mais évidemment, les cas théoriques est là, des gens qui sont identifiés comme terroristes de façon unilatérale, sans procès évidemment, par un État, qui sont éliminés. Et donc, même les investisseurs peuvent rentrer dans ce type de guerre, ou bien les investisseurs peuvent être aussi les dommages collatéraux d'une intervention militaire de ce type. Et vous voyez que les traités bilatéraux sur les investissements ne disent rien à ces propos parce que ce type de guerre est complètement nouveau et mérite donc d'être pensé. On pourrait peut-être, à mon avis, distinguer les cas où l'État d'accueil a donné son consentement à l'action militaire d'un État étranger. Et alors là, on pourrait effectivement dire que c'est l'État hôte qui a une certaine dose de responsabilité, mais on sait bien que dans plusieurs cas, l'État d'accueil n'a pas donné son consentement à ce type d'opération militaire. Et donc, les droits internationaux des investissements, il est assez démuni des solutions à ces propos. Il y a aussi les cas de la guerre lancée par la responsabilité des protégés. Heureusement, on n'a pas eu beaucoup d'exemples, mais l'exemple de la Libye est là à témoigner les effets de ce type d'intervention militaire. Et là aussi, si vous êtes un investisseur en Libye, il y a quelques affaires évidemment qui ont été lancées, qui ont été créées sur ces questions. Vous êtes un investisseur en Libye et vous êtes bombardé par les forces de l'OTAN, qui la Libye évidemment n'a pas invité dans son territoire. Est-ce que c'est la Libye qui doit répondre? Bien évidemment, je crois que la responsabilité des protégés peut effectivement soulever des questions de force majeure si, évidemment, les avocats de l'État savent comment traiter ce type de questions. Parce que, vous voyez, le jeu, comme d'habitude, de l'arbitrage, il faut jamais l'oublier, c'est un ménage où il y a les avocats de l'État, les avocats, évidemment, des investisseurs et les arbitres. Chaque sujet a son rôle, sa responsabilité et surtout sa responsabilité de savoir le droit international et comment le droit international règle toutes ces questions. Le troisième cas d'espèce, c'est la cyberguerre, qui évidemment, c'est la guerre électronique, qui peut s'accompagner au modèle précédent, comme on voit
dans la doctrine Gerasimov, maintenant entre la Russie et l'Ukraine. Mais disons, les principes du Tallinn, c'est un manuel qui était publié par un groupe d'experts. Ce n'est pas un groupe d'experts gouvernemental, évidemment, ce n'est pas la Commission de droit international de l'ONU, mais c'est un groupe d'experts qui a bien étudié la question. C'est de dire que la cyberguerre relève du point de vue du droit international pour ce qui concerne les effets, c'est-à-dire si un État lance un virus contre un autre État et fait sauter ses hôpitaux, une centrale nucléaire, etc., etc., ben, ce type d'attaque, étant entendu qu'on arrive à démontrer que ça vient d'un État spécifique, ce type d'attaque est équivalent à une attaque militaire, une attaque militaire classique. Et donc, disons, les principes d'équivalence, c'est ce qu'il faut tirer de ces travaux de Tallinn, très intéressant. Je n'ai pas mentionné la guerre économique. Évidemment, il y a un beau livre du professeur Bangui et il y a toute une école à Paris sur la guerre économique qui est très intéressant par Messie Arboulot et d'autres. Parce que ce qui m'intéresse dans ces livres est d'évaluer justement les points de convergence entre les droits internationaux des investissements et les droits internationaux humanitaires. Vous allez voir que mon propos n'est pas du tout les propos d'un fou, car on a eu des discussions similaires il y a 20 ans, quand j'étais directeur du master européen des droits de l'homme à Venise, au Centre européen pour les droits de l'homme, quand on parlait entre, disons, les rapports entre l'arbitrage d'investissement, le droit international d'investissement et les droits de l'homme. Aujourd'hui, personne ne peut vraiment nier qu'il y a un rapport assez étroit. Et donc, je crois que le destin du droit international humanitaire va dans la même direction que de l'autre débat. Or, là, disons, le moment clé de la discussion à ces propos vient de cette considération qui peut surprendre quelqu'un. Dans les passés, et dans les passés jusqu'en 2011, pour simplifier, on croyait que s'il y avait une guerre interétatique, donc un conflit armé interétatique, ben, les traités d'amitié, commerce et navigation, ipso facto, ne pouvaient pas s'appliquer. Si on devient des ennemis, comment peut-on avoir un rapport de ce type? Donc la position classique était assez claire et nette. Il suffit de regarder le livre de Lord McNair, les cours à l'Académie de droit international de La Haye, qui sont toujours magnifiques à ces propos. Et vous allez voir que, disons, la littérature, la doctrine de plusieurs pays n'avait pas à l'esprit l'idée du maintien du traité économique en cas de guerre. Sauf exception, c'était nuancé, mais disons, les principes étaient assez clairs. Déjà, les Romains disaient inter arma silent leges. Ils disaient, ben, entre les armes, les armements et les brutes de la guerre, il n'y a pas de loi qui s'impose. Et alors, la Commission de droit international de l'ONU a fait un travail remarquable, même si encore on peut douter si c'était un travail de codification du droit coutumier ou non. Mais en 2011, dans ses projets d'articles sur les effets des conflits armés sur les traités, il a dit clairement qu'il faut considérer comme acquis le principe du maintien des traités d'amitié, de commerce et de navigation, y compris les traités bilatéraux d'investissement. C'était M. Brownlee, qui était le rapporteur, qui le dit expressément. Disons, ça dépend, on pourrait dire, des traités bilatéraux d'investissement. Il y en a de plusieurs générations, on le sait. L'ancienne génération des TBI était assez moche, disons la vérité. Mais aujourd'hui, il y a des traités bilatéraux qui sont bien développés et qui, effectivement, contiennent parfois les fameuses clauses de guerre, les war clauses. Et alors, évidemment, l'approche de la Commission du droit international
peut effectivement fonctionner, parce que si les États parlent des conséquences d'une guerre, même si ces clauses de guerre, encore une fois, sont assez sous-développées, il faut quand même présumer qu'ils ont voulu certaines applications de ces traités, et même dans la situation, et je souligne, dans une situation des conflits armés interétatiques, parce que dans les situations des conflits armés non internationaux, il va sans dire que les traités bilatéraux s'appliquent. Enfin, ce qui est intéressant aussi de regarder est que les conventions multilatérales, mais là c'est beaucoup plus facile, on aurait pu répondre sans la Commission des droits internationaux de l'ONU, les conventions multilatérales en matière d'arbitrage transnational, comme les CERDI et la Convention de New York de 1958, pour ceux qui nous intéressent, évidemment, ne sont pas suspendues en cas de guerre entre deux États qui en sont partis. Et donc, et cela explique ce qui est en train de se passer, par exemple, dans les affaires du Crimée russo-ukrainienne. Évidemment, les CERDI, comme la Convention de New York, offrent à l'investisseur qui a gagné un arbitrage contre un État la portabilité de la sentence arbitrale dans tous les pays qui sont partis de ces conventions multilatérales. Et donc, c'est un autre aspect qu'il faut retenir. Et alors, si on peut dire en général, évidemment, chaque traité est une histoire, comme disait mon maître Giorgio Bernini, mais même si, en général, on peut dire qu'un traité bilatéral, normalement, s'applique en cas de guerre interétatique, il faut alors tirer les conséquences qu'un arbitrage mixte est possible. Et cet arbitrage mixte, évidemment, demandera aux arbitres d'évaluer leurs compétences vis-à-vis des affaires qui sont soumises à eux. Ici encore, la situation de guerre nous fait réfléchir, parce que vous savez sans doute étudier, je parle aux étudiants, mes collègues professeurs le savent très bien, et même mieux que moi, que à partir d'une affaire célèbre, l'affaire AAPL contre Sri Lanka, d'ailleurs une affaire présidée par M. Goldman à propos du Crédit Me, là, il y a eu cette idée que M. Paulson a bien écrit avec son article Arbitration Without Privity, auquel aussi mon ami Walid Benhamida a dénommé l'arbitrage transnational unilatéral, qui donc permet aux investisseurs d'un État de porter devant les arbitres l'État hôte en cas de violation des standards de traitement et des principes qui sont contenus dans les traités. Mais vous voyez, là encore, si on commence à penser qu'un traité bilatéral est un instrument de droit de la paix et pas de droit de la guerre, on commence même à douter de cette construction intellectuelle et jurisprudentielle qui est celle de l'arbitration without privity. Parce qu'il faut se poser la question, est-ce que les États ont vraiment voulu, est-ce qu'on peut présumer la volonté des États à soumettre à l'arbitrage mixte, pas l'arbitrage interétatique, mais l'arbitrage mixte, les différends concernant l'application d'un traité bilatéral avec, disons, les investisseurs, et je souligne, d'un pays qui est en guerre avec l'État même. Je trouve que donc il y a des limites dans ces constructions de l'arbitrage transnational unilatéral, justement, en cas de guerre. Et pour s'en convaincre, il faut remonter un petit peu dans les temps et penser qu'avant la fameuse doctrine de la competence, qui évidemment fonctionne de façon magnifique en temps de paix et pour, disons, la plupart des affaires, et l'ancienne doctrine de l'arbitrage international voyait les arbitres comme des mandataires des autres parties contractantes.
Ce qui veut dire que si dans les traités, il y avait des lacunes, on avait des doutes, les arbitres devaient demander aux États de quoi, disons, qu'est-ce qu'ils avaient vraiment voulu dans ces traités. Évidemment, c'est une ancienne doctrine qui a été dépassée par la doctrine de competence, mais je crois que c'est très utile parce que on a la tendance, pas les professeurs de droit international, mais les avocats ont la tendance à mélanger l'arbitrage commercial d'investissement avec l'arbitrage mixte d'investissement. Et ce sont deux animaux assez différents. L'arbitrage international d'investissement est un arbitrage qui est bien enraciné en droit international public. Ce n'est pas un phénomène typiquement commercial. Donc, il est vrai que la procédure est similaire entre l'arbitrage commercial et l'arbitrage d'investissement, mais les droits internationaux publics nous rappellent, sans évoquer Dionisio Ancilotti, que les intérêts des États, ce sont les étoiles polaires qu'il faut regarder avant de tirer des conséquences très rapides sur la compétence même des arbitres de l'arbitrage mixte. Et en fait, une fois qu'on a admis que les arbitres peuvent décider ce type de litige, par conséquent, on arrive à dire qu'un arbitrage international peut se vérifier entre l'investisseur d'un État en guerre et un État d'accueil ennemi. Si vous regardez les affaires entre la Russie et l'Ukraine, c'est exactement ce qui se passe. Ce sont des investisseurs ukrainiens qui attaquent la Russie devant un arbitrage d'investissement et effectivement poser la question de est-ce que l'Ukraine et la Russie avaient vraiment envisagé ce type d'arbitrage mixte, c'est quelque chose qui est assez passionnante. Et c'est quelque chose qui continue aussi à nous interroger si vous pensez à l'arbitrage entre l'investisseur d'un État occupé et la puissance occupante. C'est ce qui se passe pour les entreprises qui ont investi en Crimée et qui ont été occupées par les Russes, ou bien ce qui se passe dans les Donbass. Ce sont des questions que je crois qu'à l'époque des Ancilotti, des grands internationalistes du siècle passé, n'auraient jamais vu la lumière, car, disons, ils auraient dit, ben, c'est l'arbitrage interétatique qui doit régler des choses comme ça, pas l'arbitrage mixte. Donc, c'est un signe de temps, mais aussi un signe d'attention qu'il faut porter à ce type de questions. La compétence ratione loci soulève la question selon laquelle peut-on soumettre à l'arbitrage mixte les investissements dans des territoires contestés pendente bello. Alors là, moi, j'ai essayé de donner une réponse, parce que dans les passés, la réponse était claire. S'il n'y a pas d'application du traité, on n'a pas besoin de répondre. Par contre, si, comme la Commission du droit international de l'ONU, l'on tire la conséquence qu'un TBI s'applique même pendant une guerre interétatique à haute intensité, et même si les traités n'en disent rien, parce que c'est ça la réalité, par exemple, dans les traités bilatéraux entre la Russie et l'Ukraine, je pense que si on veut trouver une application, on peut distinguer disons, les zones qui sont des théâtres de guerre et les zones qui ne sont pas. Pour être plus clair, si on part d'un investisseur à Kiev ou à Moscou, c'est un investisseur dans une situation de guerre, mais ce n'est pas dans un théâtre de guerre. Si on part d'un investisseur qui est en Donbass ou en Crimée, évidemment, ben, Crimée non plus, mais en Donbass, c'est dans un théâtre de guerre. Et à mon avis, on ne peut pas tirer la conséquence que les parties, c'est-à-dire les États, ont voulu appliquer un traité bilatéral pendente bello dans un théâtre de guerre. Donc, dans un théâtre de guerre, il y a les droits internationaux humanitaires qui s'appliquent et c'est tout. Par contre, si on est dans une zone qui n'est pas un théâtre de guerre, on peut effectivement penser à appliquer les traités bilatéraux sur l'investissement, même si, comme on le verra par la suite, la situation de guerre ne peut pas être oubliée et donc les traités bilatéraux sur les investissements devraient, à mon avis, être interprétés à la lumière du droit international humanitaire. Parce qu'il n'y a pas nécessairement un conflit des lois
internationale, il y a plutôt disons, une vision intégrationniste qui s'impose. La compétence ratione temporis a été aussi l'objet de quelques arrêts, d'ailleurs. Vous en savez beaucoup plus de moi à Paris, parce que c'était l'affaire Ocean Bank qui a déclenché la bataille judiciaire parisienne. Là encore, les arbitres ont une certaine marge d'interprétation, mais disons que si on lit les traités bilatéraux sur les investissements, il me paraît très difficile de dire que ces traités s'appliquent de façon rétroactive. Peu importe si c'est la compétence, la violation ou les fonds, mais vous savez bien que la Cour d'appel de Paris, Chambre commerciale internationale, formée par des spécialistes, des magistrats spécialistes, avait dit effectivement que la sentence arbitrale était nulle, car violée en violation de l'application ratione temporis. Après, la Cour de cassation, elle a donné cette réponse, à mon avis, un peu bizarre, en disant que l'évaluation de la compétence des arbitres fait partie des questions de fond, si je ne me trompe pas, mais alors qu'évidemment, c'est une question préliminaire à l'évaluation du fond. Et après, en juillet 2025, le tribunal, la Cour d'appel de Paris, a confirmé la position de la cassation. Mais ça, c'est, disons, une application devant un juge. L'application ratione temporis, à mon avis, encore une fois, est quelque chose qui doit être regardé avec le plus grand soin, et surtout, si on est fidèle au droit international public, on ne peut pas mettre dans les traités ce que les États n'ont pas mis, c'est-à-dire une interprétation restrictive, normalement, s'impose. Pour ce qui concerne les principes applicables au fond, et c'est là où le sujet devient, du point de vue théorique, passionnant, la question est la suivante. Je la simplifie un peu. Est-ce que un traité bilatéral sur les investissements est un self-contained régime, un régime spécial qui doit s'appliquer en tant que tel? C'est la position de maint avocats anglais, américains, normalement, évidemment, tous ceux qui vont, évidemment, l'application pure et dure du traité, ou bien c'est un instrument du droit international, et donc même l'interprétation de ces traités doit se faire avec les principes de l'interprétation systémique et intégrationniste. À mon avis, la réponse est la deuxième, c'est-à-dire il faut une interprétation systémique parce que des clauses comme la clause de protection et de sécurité pleine et entière veut rien dire en général, veut tout dire au vu des circonstances, et évidemment, dans un cas de guerre, c'est ce que les Allemands appelleraient une General Klausel, une notion à contenu variable pour employer les mots de Chaim Perelmans, qui doit être remplie avec des autres normes à la lumière des faits. Et ces autres normes, à mon avis, ce sont les règles du droit international humanitaire. Ce qui fait, par exemple, que si dans une affaire, ce n'est pas l'affaire en réalité, mais si on prend comme exemple l'affaire AAPL contre Sri Lanka et on démontre que les tigres du Tamil utilisaient les usines de crevettes pour lancer des attaques sur la capitale, ou même il y avait une complicité de l'entrepreneur à ce type des actions paramilitaires, ben, en droit international humanitaire, il devient clair que cela devient un objet légitime, et la destruction de ce type de l'usine, disons, ce serait justifié par la nécessité militaire. Donc, je simplifie un peu, mais je veux dire que le droit international humanitaire donne des paramètres assez précis pour établir la légalité ou l'illégalité, même en droit international humanitaire, de certaines actions. Et à mon avis, la clause de pleine protection et sécurité ne veut pas opérer in vacuo, mais à la Kelsen,
mais doit évidemment s'intégrer avec les situations lorsque le DIH s'applique. Parce qu'on a vu auparavant que pour que le DIH s'applique, à l'avantage normalement de l'État hôte, il faut effectivement que les seuils de violence soient importantes. Parce qu'au-dessus du seuil de violence d'un conflit armé non international, évidemment, c'est le droit international des investissements qui s'applique, le droit international des droits de l'homme, le droit local, etc., etc. Donc, la fragmentation de l'ordre international est à rejeter. Et encore une fois, il faut plaider pour l'unité de l'ordre juridique international, même dans des situations qui sont complexes comme celles que nous analysons. Et donc la question, quel ex specialis derogat iuri generali, quelle est la loi spéciale plus spéciale de l'autre entre un TBI et les droits internationaux humanitaires, à mon avis, trouve une réponse dans les résolutions de l'Institut de droit international qui nous disent que c'est les droits spéciaux, c'est les droits internationaux humanitaires. Donc, c'est lui qui commence, qui a la primauté sur l'application des autres normes qui ne sont pas exclues de leur champ d'application, mais qui doivent évidemment être intégrées. Et alors là, vous allez voir que cette intégration porte à donner une nouvelle vie à la clause de protection et sécurité pleine et entière. Et évidemment, dans le cadre d'un conflit armé interétatique, on aura des conséquences pour ce qui concerne les principes de distinction, proportionnalité, précaution. Et il y a des normes qui concernent l'interdiction du pillage. Et donc, ces clauses qui sont assez vagues, je dois dire, sont disons, intégrées et ont une certaine fonction qui est assez claire. L'autre grande question, et ceux parmi vous qui auront l'occasion de lire ce livre, ils vont trouver autre chose, j'espère, intéressant, c'est la question de l'occupation militaire. Parce que là, si vous regardez les sentences arbitrales récentes, à mon avis, il y a peut-être des erreurs assez importantes sur l'évaluation de ce qu'est une occupation militaire et surtout quel est le droit applicable à une occupation militaire. La position de certains arbitres, pas de tous évidemment, certains arbitres est de dire, dans les affaires sur la Crimée, donc russo-ukrainienne, est de dire que l'occupation militaire d'un territoire comporte l'application des traités bilatéraux de la puissance occupante. Alors, à mon avis, ça, c'est complètement à l'encontre de ce que le droit international nous dit depuis la Convention de La Haye, même, de la Convention de Genève. Nous avons encore une fois des règles en droit international humanitaire. C'est le règlement de La Haye de 1907, l'article 42, par exemple, et la 4e Convention de Genève avec son premier protocole additionnel, qui nous disent bien que les régimes d'occupation militaire, la puissance occupante n'acquiert pas la souveraineté sur le territoire de la puissance occupée. C'est comme dans une relation d'usufruit, si on se souvient un peu du droit civil. Messieurs Balladore et Parlieri disait c'est comme l'usufruitière qui occupe une maison qui ne lui appartient pas. Rolando Quadri, par exemple, dans un cours à l'Académie de La Haye, disait bien la puissance occupante est un gouvernement de fait. Vous voyez donc les qualifications que la doctrine prestigieuse d'ailleurs, et même la pratique en matière d'occupation militaire nous ont laissé depuis les siècles passés. Donc, c'est ça nous amène à une conclusion. On ne peut pas dire que la Russie qui a occupé les Donbass porte avec soi les traités bilatéraux de la Russie, et ça me semble absurde de dire que un individu, une entreprise qui se trouve dans un territoire occupé par un autre État
d'emblée, se trouve autorisé à attaquer l'État sur la base des traités bilatéraux de l'État occupant. C'est complètement en contradiction en termes, à mon avis. Et je crois que si on regarde bien les droits de l'occupation militaire, les droits internationaux humanitaires nous donnent notre réponse, nous disent non, la puissance occupée garde son ordre juridique interne, surtout pour ce qui concerne les droits civils, les droits administratifs. Elle garde aussi les traités qu'elle a conclus. Donc, s'il y a un problème concernant la protection des investisseurs dans un territoire occupé, c'est l'État occupé qui doit répondre. Et évidemment, il répondra en disant « Je suis dans une situation de force majeure car je suis occupé par un autre État ». Mais c'est aussi à démontrer parce qu'il faut voir, selon les cas, les circonstances, si c'est vraiment l'État occupant ou l'État occupé qui est responsable de la violation des droits des investisseurs. Donc, vous voyez, c'est encore une fois une certaine méconnaissance du droit international humanitaire qui porte à des conclusions que je trouve pas correctes en droit international. Alors que si on mélange bien, effectivement, les droits internationaux d'investissement avec les droits internationaux humanitaires, on trouve la réponse. C'est une réponse logique parce que, disons, j'avais demandé ça pour vous faire sourire en seconde à mon père qui est encore vivant et qui avait subi l'occupation des nazis en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Je lui ai dit, mais tu savais que tu pouvais commencer un arbitrage d'investissement contre Hitler. Alors, évidemment, il m'a dit, ne rigole même pas. Et donc, la solution qui ont adopté et quelques arbitres dans certaines sentences arbitrales est, à mon avis, absurde. La puissance occupante a des devoirs vis-à-vis les territoires de la puissance occupée. Il n'y a pas de succession d'États, ça c'est aussi clair en droit international. Et la puissance occupée est empêchée, peut-être, dans la protection des investisseurs étrangers à cause de la guerre. Eh bien, il y aura une cause de force majeure et donc l'État occupé ne pourra pas évidemment être tenu pour coupable s'il y a effectivement une situation de force majeure. Vous voyez que la logique fonctionne si on applique les droits internationaux humanitaires. Pour ce qui concerne la deuxième partie, c'est-à-dire les effets sur la responsabilité internationale, je peux aller assez vite, car ce sont des questions que la Commission des droits internationaux de l'ONU a bien étudiées et bien évaluées. D'ailleurs, si vous regardez les travaux préparatoires des articles sur la responsabilité internationale, vous allez trouver plusieurs exemples, effectivement, de situations, surtout de guerres civiles, de conflits armés non internationaux. Mais le but de l'exercice de règles secondaires, il suffit de les rappeler, est de simplement dire si ou non l'État est responsable. Car il y a des situations où ce n'est pas du tout certain qu'un État soit responsable. Et aujourd'hui, on a même les cas de figure de la responsabilité des organisations internationales qui entrent en jeu. Et on a même eu une affaire, qui est l'affaire Bedri Selmani contre Kosovo, qui est le premier exemple d'action d'un investisseur, Bedri Salmani, contre Kosovo, mais qui voulait évidemment soulever la question de la responsabilité de l'ONU, car vous le savez, l'ONU était la puissance administratrice, disons, du Kosovo pendant longtemps. La pratique arbitrale, et je vais vers la conclusion, est assez contradictoire, me semble assez contradictoire. Tout d'abord, elle est beaucoup plus développée pour ce qui concerne la violence et les conflits armés non internationaux. Disons que dans les affaires les plus connues, ce que l'on peut repérer plus ou moins aisément, les arbitres ont été assez fidèles, disons, à ce idéalisme, mais la chance veut que les droits internationaux humanitaires ne s'appliquaient pas, car dans toutes ces affaires, excepte peut-être les derniers, mais dans la grande majorité des affaires, les niveaux de violence n'étaient pas tels de justifier
l'application du droit international humanitaire. Donc, la grande question, c'est comme dans AAPL contre Sri Lanka, était de savoir si la clause de pleine protection est entière, la Full Protection Security Clause, opérait dans toute sa puissance ou bien était tempérée par des considérations qui ont été trouvées par les arbitres. Je vous invite à relire cette sentence parce qu'elle est vraiment magnifique. Et les arbitres ici démontrent une connaissance de toute la jurisprudence internationale en matière de révolution, insurrection, coup d'État, qui est vraiment passionnante. Et j'aime bien citer cette sentence parce que elle est toujours citée dans les manuels sur l'arbitrage, même en droit international, mais elle est toujours citée parce qu'elle elle a développé la fameuse théorie de l'arbitration without privity, alors que sur le fond, elle est intéressante. Et les arbitres, en particulier le président Goldman ici, fait bien des nuances en disant que la Full Protection Security Clause opère dans la mesure où la due diligence de l'État est en jeu. Donc, on ne peut pas tenir responsable l'État pour n'importe quelle situation qui s'avère sur le terrain, mais il faut effectivement démontrer. Et là, évidemment, c'est l'héritage de l'arrêt de l'affaire San Biagio qui a concerné l'Italie, mais c'était un siècle auparavant. Il faut démontrer, évidemment, que l'État n'a pas fait ce qu'il aurait pu faire et, comme le dira l'arbitre Paulson dans l'affaire Pantechnicki contre Albania, en fonction des ressources que l'État possède. Donc, si on veut être des romanistes, nul n'est tenu à l'impossible, ad impossibilia nemo tenetur, et ceci vaut aussi dans l'arbitrage d'investissement où la due diligence ben évidemment, il y a des autres affaires où, par exemple, l'affaire concernant la Libye, où il s'avère que l'État, mais là encore, les circonstances étaient complexes, mais on a pu démontrer que l'État n'avait rien fait, tout en sachant qu'il y avait toute une série des épisodes de violence et d'attaques contre les étrangers dans certains endroits de la Libye. Donc, les maîtres l'étalon des mesures de la due diligence est effectivement très important. Ceci vaut évidemment s'il n'y a pas un conflit armé non international, parce que la grande partie des affaires est dans cette direction. Pour ce qui concerne, par contre, l'arbitrage d'investissement pendant et après même un conflit armé interétatique, comme je vous le disais, ce sont des questions qui sont des questions nouvelles, car pour plusieurs raisons que j'essaie un peu d'esquisser. Il y a encore une fois au moins une dizaine de sentences arbitrales concernant la Russie et l'Ukraine. Pas tout a été publié, donc on peut effectivement avoir une idée de ce qui se passe, mais on ne sait pas vraiment la totalité des choses. L'affaire Stabile, par exemple, a été publiée soit pour ce qui concerne la compétence, soit pour la décision sur les fonds. On voit bien, malheureusement, dans cette affaire que les arbitres vont lire les traités bilatéraux sur les investissements entre la Russie et l'Ukraine de façon expansive, j'oserais dire, jusqu'à dire que un État est responsable du traitement de la protection des investisseurs, pas seulement sur le propre territoire, même si dans les traités, c'est bien écrit territoire des États, mais aussi sur tous les territoires où il y a un contrôle effectif. Moi, je vois, en tant que, disons, passionné des droits humains, je vois l'écho de la jurisprudence de la Cour à propos de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais on est hors contexte. Ici, on n'a pas affaire avec des droits de l'homme. Ici on a affaire avec un traité économique. Et donc, je crois que les termes de comparaison est complètement faux. Les termes de comparaison pour un TBI, c'est plutôt un traité bilatéral en matière de double taxation.
On n'a pas affaire avec les droits de l'homme ici. Euh, donc, je trouve cette solution très bizarre. D'ailleurs, autres auteurs ont critiqué, même si de façon très nuancée, cette position. Il suffit de regarder, par exemple, le manuel de l'entraînement supérieur public de Alain Pelé, et Bocktin et les autres auteurs, mais aussi, par exemple, un auteur comme Eyal Benvenisti, qui a publié un merveilleux livre sur The Law of Occupation, sur le droit de l'occupation. Encore une fois, il trouve cette solution complètement bizarre. Et en fait, de façon élégante, il dit, oui, je crois que ce type des sentences arbitrales ne vont pas jouer comme des précédents dans l'avenir. Vous voyez, comment dire, on n'est pas d'accord, mais de façon très élégante. Euh, je vais à la fin et aussi ce qui est curieux d'observer dans cette horrible guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est qu'il y a une guerre économique parallèle. Donc, il y a des investisseurs de l'Ukraine qui attaquent la Russie devant l'arbitrage d'investissement, typiquement devant la Cour permanente d'arbitrage, mais il y a aussi des investisseurs russes qui attaquent l'Ukraine devant, encore une fois, les arbitres d'investissement. C'est le paradis des avocats, les paradis des arbitres, évidemment, pour les gens comme nous. Comme disait Philippe Kahn, les biologues du droit international, c'est quand même une situation à la limite du pathologique, parce que nous pensons que l'arbitrage d'investissement devrait rester loin de la politisation. Et si on déclenche un arbitrage d'investissement pendant une guerre, il est inévitable qu'il y a une certaine politisation. Pour arriver à la conclusion, il faut simplement dire en passant que les juges internes ont aussi un rôle à jouer. Quel rôle? Ben, évidemment, lorsque on lui demande la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale, nous savons que si c'est les CERDI, il faut faire appel d'après les mécanismes CERDI, d'accord? Donc c'est un mécanisme purement international. Mais si c'est les systèmes autres que les CERDI, donc celui qui est fondé principalement sous la Convention de New York de 1958. Et là, il y a un contrôle du juge étatique de la sentence arbitrale dans la limite de l'article 5, au moins de l'article 5 de la Convention de New York. Alors là, j'aimerais signaler un arrêt d'un juge américain, il y a maintenant une quinzaine d'années, dans l'affaire Kubik. Et c'était une affaire où la société Kubik était une société californienne qui avait passé un contrat d'armement avec l'État de l'Iran. Et l'Iran avait gagné l'arbitrage et c'était l'État de l'Iran qui demandait l'exéquatur en Californie. Alors la société Kubik, évidemment, fait appel et l'argument des avocats de la société Kubik est de dire attention, juge fédéral américain, l'Iran, ce n'est pas un État normal, c'est un rogue state, c'est un État voyou. Donc, vous, juge des États-Unis, ne pouvez pas donner exécution à une sentence arbitrale à la faveur d'un État voyou. La réponse du juge américain, c'était avant Trump, évidemment, mais c'était très intéressant. Le juge américain fédéral a dit, bah, voyez, l'article 5 parle du public policy, de l'ordre public. La Cour suprême des États-Unis dit que la Convention de New York est un instrument fondamental pour le développement du commerce international des États-Unis. Bien, la notion d'ordre public, public policy, n'est pas du tout la notion de foreign policy. Donc, public policy is not foreign policy. Et par conséquent, voyez-vous, il a donné exéquatur à la sentence à la faveur de l'Iran. Donc, on peut en penser de bonnes choses, de mauvaises choses, mais je crois que c'est ce type d'approche qui fait la différence et nous amène à ces conclusions que je vais rapidement aborder. Tout d'abord, l'arbitrage d'investissement, on l'a vu, peut opérer dans une guerre, que ce soit un conflit armé non international, on le sait, même dans un conflit armé interétatique, et ça c'est nouveau.
Deuxième question, les traités économiques, d'après la Commission de droit international, continuent à s'appliquer. Donc, un traité bilatéral, normalement, s'applique même dans un contexte de guerre interétatique, avec la Convention CERDI et la Convention de New York de 1958. Troisième point, les arbitres d'investissement peuvent être compétents, même s'il est assez difficile d'établir leurs compétences. Mais si les traités s'appliquent, évidemment, il y a déjà une base pour la compétence des arbitres. Après, l'évaluation de la compétence, c'est une affaire qui dépend des arbitres. Pour ce qui concerne la compétence rationnelle loci, moi, je soulevais plusieurs doutes, plusieurs points d'interrogation, parce qu'on ne peut pas effectivement imaginer que deux États qui ont conclu un TBI en temps de paix évoluent soumettre aux arbitres de l'arbitrage mixte les différends qui concernent une guerre en cours dans un théâtre de guerre. Donc, ça me semble évident. Quatrième point, les principes et les standards applicables au fond, dans ce cas, doivent être interprétés à la lumière du droit international humanitaire qui n'appartient pas à notre planète. Et c'est la discussion qu'on voyait en matière des droits de l'homme il y a 20 ans. On me disait, Fabrizio, les droits de l'homme, c'est sur une planète, les droits de l'investissement, c'est une autre planète. Et moi, je disais, c'est quoi, même la même galaxie, j'espère, le même système solaire ou pas? Et il y a des gens qui disaient, non, non, c'est même pas le même système solaire. Non, c'est la même galaxie, c'est le même système solaire. Donc, il appartient aux arbitres de voir comment combiner les deux séries de normes, étant entendu, comme l'a dit l'Institut de droit international, que les droits internationaux humanitaires s'appliquent ipso facto en tant que lex specialis, coûte que coûte. Cinquième point, je vais presque terminer, Monsieur le Président. Cinquième point est de dire que, évidemment, cette technologie juridique que je viens de montrer, arbitrage d'investissement, guerre, doctrine de l'arbitrage, connaissance du droit international humanitaire, évidemment, dépend des avocats, dépend des arbitres. Donc, c'est un saut de qualité qu'il faut faire et donc on ne peut pas utiliser, disons, des avocats qui ne savent rien sur ces questions ou des arbitres qui, évidemment, ils sont loin du droit international public en général, je dirais, parce que c'est vraiment la connaissance du droit international public approfondie qui est en jeu ici. Et enfin, et j'en termine, il faut vraiment dénoncer la repolitisation de l'arbitrage d'investissement qui, on peut voir lorsque l'arbitrage est utilisé dans un conflit armé interétatique. On a trop souvent entendu dire qu'il s'agit de lawfare. Alors, la lawfare et la guerre économique, c'est intéressant, mais si vous regardez l'origine de l'arbitrage CERDI, les travaux d'Ibrahim Chiata, les cours de l'Académie de la Haye à ce propos sont vraiment très importantes, vous voyez qu'on a fondé l'arbitrage d'investissement pour le faire fonctionner sur l'idée qu'il soit dépolitisé, pas repolitisé. Et donc, la conclusion, c'est que tant vaut l'arbitre, tant vaut l'arbitrage. Merci beaucoup et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Voilà, on peut pas trop applaudir à distance, mais bon, on le fait quand même symboliquement. Merci beaucoup, cher Fabrizio, pour cette conférence vraiment très éclairante qui nous a permis de reprendre vraiment le fil de toute votre pensée. Alors, peut-être avant de donner la parole aux personnes qui sont ici en ligne, moi, ça va peut-être leur laisser le temps de préparer leurs questions. Moi, j'ai peut-être deux points à souligner à la lecture et à l'écoute de votre conférence. Bon, d'abord, il y a vraiment je trouve un tour de force doctrinal en droit international parce que vous avez finalement, quand on vous lit et quand on vous entend, on a à la fois un manuel de droit international humanitaire avec vraiment un cours extrêmement précis. Je pense par exemple au tableau des situations de violence et du droit applicable que vous avez pris le soin d'inclure dans l'ouvrage pour bien qu'on comprenne à quel moment, quel régime juridique de DIH est applicable. Et puis à côté, et finalement les deux univers s'interpénètrent au service du propos, un manuel de droit international des investissements avec un regard sur le contentieux que j'ai trouvé, que j'ai trouvé vraiment exceptionnel dans la mesure où vous avez vraiment lié
les deux. Et j'en retiens finalement, et ce que vous avez redit aujourd'hui, un plaidoyer pour l'unité du droit international. Euh, et ce qui rejoint peut-être ma deuxième remarque, j'ai lu aussi en creux, et peut-être pas tant en creux que ça, une critique sociologique de certains acteurs du droit international des investissements. Euh, alors, d'un côté, on trouve beaucoup de références à la doctrine dans votre ouvrage, euh, à la doctrine, alors la doctrine quand même un petit peu institutionnelle, hein, l'Institut du droit international, alors la Commission du droit international, dans la mesure où on parle de développement progressif hein, dans un certain nombre de situations, mais de l'autre côté, il y a des critiques que vous faites qui sont assez claires, de l'hyperspécialisation finalement des arbitres en droit des affaires, en droit commercial, qui, croit-on lire entre les lignes, et parfois même, je crois un petit peu plus clairement que ça, ne maîtrisent pas suffisamment le droit international public et les subtilités du droit international humanitaire, et qui du coup commettent des erreurs. Il y a plusieurs moments, passages dans votre livre où vous parlez clairement de confusion, de raisonnement erroné, notamment bah, vous avez rappelé l'affaire Oshad Bank contre Russie, voilà, cette dénonciation effectivement des abus de compétences arbitrales qui finalement porte atteinte à la légitimité de l'arbitrage, du système arbitral lui-même. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et je me suis dit que finalement, euh, cette unité du droit international, c'est moins le droit à l'état du droit positif que l'hyperspécialisation des avocats et parfois de certains arbitres qui lui portent atteinte et qui ouvrent des brèches, je trouve. Voilà, alors ma première question, c'est est-ce que j'ai bien compris avec peut-être cette double lecture à la fois de fond et sociologique? Et puis ma deuxième question, elle est peut-être bassement matérielle, mais je me suis vraiment posé la question de la manière dont vous aviez fabriqué cet ouvrage. Vous en dites quelques mots en préface, hein, en disant que c'est issu d'un cours, mais qu'il y a eu beaucoup de recherches complémentaires, que vous avez aussi interrogé beaucoup d'acteurs. Je trouve que la méthode est intéressante d'aller voir des gens qui travaillent dans les assurances, dans des contentieux d'investissement pour avoir leur regard. Et voilà, je me demandais finalement combien de temps vous avez mis pour nous proposer cet ouvrage que je trouve majeur, quelle méthode de recherche, quelle méthode d'écriture. Voilà, je serais ravi d'entendre quelques mots là-dessus. Et bien alors, tout d'abord, évidemment, je ne veux pas dire que j'ai la réponse finale à les questions que j'ai posées. J'ai seulement essayé de faire, disons, mon travail, de soulever un certain nombre de questions qui normalement, peuvent amener à une réflexion meilleure ou pas sur ces questions. Le rôle d'un professeur est celui de soulever des questions. Et donc, même si j'ai critiqué pas mal des décisions et d'approches, mais disons, l'objectif n'était pas du tout de m'en prendre personnellement avec la cour, je sais pas, une cour des arbitres, pas du tout. C'était justement de montrer comment la logique de certains raisonnements ne tient pas. Et justement, comme l'unité du droit international peut aider à répondre à des questions qui sont des questions très difficiles. Hein. Il faut effectivement, faut le dire, pauvres les arbitres qui ont dû trancher ces types de questions, parce que là, vraiment, c'était des affaires, surtout lors d'un conflit armé interétatique, effectivement très complexes. Pour la naissance de l'ouvrage, bon, alors je fais un peu de biographie. Ça, il faut dire que donc moi je me suis trouvé, moi j'avais fait mes études à Bologne avant de venir à Paris après de fréquenter l'Académie de la Haye. Et déjà en 1992, je me suis trouvé comme disons stagiaire avocat chez Giorgio Bernini qui avait chez lui déjà l'arbitrage des pyramides. Donc, je me suis trouvé le premier jour de travail avec l'arbitrage et même aussi l'arbitrage d'investissement. J'avais rencontré comme avocat, et c'était 94 en fait, Patrick Juliard qui faisait deux arbitrages avec Giorgio Bernini et qui d'ailleurs m'avait invité, disant, ah, venez à Paris, vous savez, on est très intéressé à ce type de questions. Et donc c'était aussi un peu la chance. Donc ça fait peut-être plus de 30 ans que je m'intéresse à l'arbitrage, au droit international, des choses comme ça. L'idée de faire un travail, un livre sur l'arbitrage d'investissement et le guerre m'a été venue il y a peut-être 5 ans, 6 ans.
J'avais rencontré Carlo Santulli lors d'un colloque en Italie. C'était un colloque en honneur de Gaetano Arangiorowitz on avait fait à Vérone, si je me souviens bien. Et Carlo m'avait dit, bah, j'aimerais bien t'inviter à l'IHI, mais il faudra penser à quelque chose d'intéressant, quelque chose de nouveau. Et alors, je commençais à réfléchir. Et on n'avait pas encore, évidemment, la guerre russo-ukrainienne, on n'avait rien du tout. Et je me suis dit, à la même époque, j'avais commencé à être, pendant 5 ans, il faut dire, j'étais consultante de l'armée de mer, donc la marine militaire italienne. J'avoue qu'au début, je ne savais pas grand-chose du droit international humanitaire. Donc, j'ai dû m'y mettre 24 heures par jour, parce qu'évidemment, on savait que là, il faut avoir des réponses rapides, surtout avec toutes les questions qui se passent en Italie. Mais là, ça m'a aidé beaucoup pour comprendre les fonctions pratiques du droit international humanitaire, parce que autrement, j'avoue que c'était quelque chose de très théorique que je voyais. Je l'avais étudié un peu lors de mon doctorat aussi. Et un bon internationaliste, il faut avoir les bases sur toutes les matières du droit international public, en Italie privé aussi, parce que vous savez qu'en Italie, on fait les deux ensemble. Donc, c'est un travail monstrueux. Mais disons, je n'avais pas l'idée que le droit international humanitaire était quelque chose qui était de l'importance pratique réelle. Et voilà, je me suis trompé parce que en faisant ce petit travail, j'étais le directeur, a fait pendant 5 ans d'un master sur la sécurité internationale, mais en collaboration avec l'armée de mer. J'écoutais pas mal j'écoutais le monsieur Ronzitti, un professeur italien qui était un grand spécialiste du droit international humanitaire. J'ai vu des affaires, j'ai vu aussi comment, en fait, les militaires considèrent et opèrent dans l'enseignement militaire. Et je me suis dit, tiens, nous, les avocats, on n'en sait rien. Et donc, il me faut effectivement me plonger dans ces matières. Et au bout de 5 ans, j'essayais de mettre ensemble les choses que je savais et les jeux et les choses que j'avais appris. Donc, c'est pour ça que ce livre a été confectionné avec la joie de Messier Santulli, qui évidemment, il m'a dit, bah, je t'avais dit de faire quelque chose d'original, mais ça, c'est bien original. Donc, et évidemment, après, il y a toujours l'espace pour la critique. Mais je crois aussi, je ne veux pas être immodeste, je crois aussi que ces livres lancent, c'est un chantier de recherche, pour utiliser les mots du Philippe Kahn et du Crédimi. Ouvre un chantier de recherche parce que dans chaque chapitre, il y a des thèses, il y a des choses qui peuvent être développées. Par exemple, sur les nouvelles modèles de guerre, on n'en sait effectivement rien. Il n'y a même pas de sentence. Et donc, voilà. Donc, je ne vais pas me donner des mérites, pas du tout. Mais je crois qu'au moins, je me suis amusé à étudier une chose sur laquelle je ne voyais pas grand-chose. C'était un sujet d'intérêt théorique et pratique, donc ça me satisfaisait en étant à la fois professeur un petit peu praticien. Donc voilà comment j'essayais de développer ce livre. Ben voilà, un amusement très utile à vos lecteurs et lectrices. Effectivement, il y a beaucoup de pistes qui sont ouvertes par des nouvelles modes de guerre, des nouvelles guerres. Il y a la question de la cyberguerre notamment, où il y a beaucoup de questions que vous ouvrez finalement. Enfin, c'est l'une des grandes ouvertures que j'ai notées, mais effectivement, il y a de quoi creuser et mener des recherches, des recherches complémentaires après vous avoir lu. Donc, merci pour ce travail, de nous l'avoir livré, parce que bon, écrire un livre, c'est toujours un exercice très difficile, long, assez solitaire, mais après, finalement, c'est le collectif qui en profite. Alors, ben, j'ouvre le débat. Je vois que Geneviève Bastide-Burdeau a ouvert son micro, donc n'hésitez pas, chère Geneviève. Oui, alors je suis très, très heureuse de participer à ce mardi du Crédimi. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'ouvrage de Fabrizio Marella et qui est d'une très grande richesse. Et j'aurais de multiples questions à lui poser
sur les différents aspects qu'il a évoqués. Alors, je ne vais pas multiplier trop les questions, mais première question, c'est ce que vous avez dit à propos de la guerre contre le terrorisme et de la position qui a été adoptée en 2001 sur cette question. On aurait pu imaginer que la question aurait été prise sur le plan du droit pénal interne des États-Unis. Les faits s'étaient produits aux États-Unis. Certes, les auteurs étaient supposés être étrangers, mais après tout, c'était la compétence pénale des États-Unis. Or, à ma connaissance, ça n'a jamais été évoqué. Et donc, immédiatement, le président a déclaré la guerre, a envoyé ses troupes en Afghanistan, ce qui, évidemment, comme réponse à un crime qui se produisait sur le territoire des États-Unis, était une réponse assez curieuse. Et je remarque, à propos du drame qui s'est passé le 7 octobre, à ma connaissance, Israël n'a pas fait état de poursuite pénale. Or, il me semble qu'il y a eu certains auteurs de ces crimes qui ont été appréhendés par les autorités israéliennes. Et la réponse, ça a été la guerre. Donc voilà, je souligne ce point et je me demande s'il n'y a pas là quelque chose qui est dangereux. Alors qu'il y ait une réponse de l'État qui se sent attaqué, on le comprend, mais qu'il n'y ait pas de réponse sur le plan du droit pénal, je trouve ça assez inquiétant. Et en, contre, en contrepoint, j'évoquerai l'exemple du procès qui a été mené en France à propos de l'attaque contre le Bataclan. Il y a eu un procès qui a duré plusieurs mois bon, on ne savait pas s'il y avait un État étranger qui était intervenu, mais en tout cas, la position a été mise sur le plan du droit pénal interne. Donc voilà, c'est une observation générale à propos de cette question que vous évoquez. Alors, s'agissant de votre remarque sur la confusion qui a tendance à se développer entre l'arbitrage commercial et l'arbitrage d'investissement, je vous suis tout à fait. Je crois qu'il y a là une difficulté et il faut souligner que, en particulier, le secrétariat du CIRDI euh, contribue à cette dérive. Si vous regardez la liste des personnes qui sont indiquées comme des arbitres potentiels désignés par les États sur la liste officielle, ce qu'on appelle le rostre du CIRDI, vous constaterez qu'on trouve une douzaine de personnes qui sont des spécialistes de droit international public et qui n'ont jamais été sollicités pour participer à des arbitrages CIRDI, y compris dans des arbitrages dans lesquels les questions de droit international public étaient essentielles. Donc, bon, il y a certains spécialistes de droit international public qui ont été désignés. Mais c'est une dérive qui est en train de se produire. Et elle se produit à un moment où la Cour internationale de justice, d'une manière qui est d'ailleurs tout à fait justifiée, n'a pas à être critiquée, a demandé aux juges de ne plus faire d'arbitrage d'investissement, ce qui se comprend tout à fait puisque la Cour internationale de justice à l'heure actuelle est débordée. Mais il y a eu dans le passé d'excellentes sentences arbitrales rendues par des grands juges, le juge Guillaume, le juge Crawford, le juge Tomka, d'autres encore. Et c'était un apport, je pense, à l'unité que vous défendez et que j'approuve entre l'arbitrage d'investissement et le droit international public. C'est vrai que l'arbitrage d'investissement a été conçu
comme une manière de sortir de la protection diplomatique, mais sortant de la protection diplomatique, comme vous l'avez dit et souligné très très justement, sur ce point je vous suis tout à fait, l'idée n'était pas de politiser, enfin, était d'éviter la politisation des affaires. Donc, il y a là un problème général. Alors, j'aurais de multiples questions à vous poser, mais à l'occasion, si vous venez à Paris, j'aimerais bien vous inviter à déjeuner ou à prendre un café pour vous poser toutes sortes d'autres questions. Euh, à propos des affaires entre les investisseurs ukrainiens et la Russie, il y a eu une convergence des positions et des tribunaux arbitraux qui ont été saisis et qui donc ont considéré qu'ils étaient compétents sur la base des traités bilatéraux entre l'Ukraine et la Russie. Alors, bon, vous avez des réserves sur enfin plus que des réserves, des critiques sur cette position. Euh, la question que je me pose, première question, c'est pourquoi la Russie, dès lors que ces arbitrages ont commencé, n'a pas dénoncé le traité bilatéral. Elle aurait pu le faire, après tout. Mais elle ne l'a pas fait, elle ne l'a pas dénoncé. Bon. Donc le traité est toujours en vigueur. Et deuxième observation, euh, je me demande si je comprends votre propos sur l'applicabilité du droit international humanitaire, mais je me demande s'il ne faut pas aussi considérer que dans un traité bilatéral de protection des investissements, chacun des États s'engage, prend un engagement à traiter d'une certaine manière les investisseurs de l'autre partie. Alors, lorsque vous avez, par exemple, des nationalisations qui ont eu lieu de manière visiblement non satisfaisante, euh, est-ce qu'il n'y a pas lieu de discuter la façon dont ces nationalisations ont été réalisées? Je pense par exemple à certaines affaires qui se sont déroulées en Crimée, enfin qui concernaient la Crimée. Bon, voilà, je comprends votre point de vue, mais voilà, je pense que dans un traité bilatéral, chaque État s'engage à accorder aux investisseurs de l'autre partie un certain traitement. Alors, c'est vrai que là intervient le débat sur la question du lieu dans lequel sont lieu les investissements et la question de savoir si c'est quelque chose qui doit être pris en compte ou non. Mais voilà, je me pose cette question. J'ai beaucoup apprécié les rapprochements que vous avez faits entre la jurisprudence euh, internationale, et notamment de la Cour internationale de la justice et la jurisprudence d'investissement. Et je crois en effet que vous avez vraiment ouvert un vaste chantier de recherche. Donc, c'était vraiment extrêmement intéressant de vous lire. Voilà. Tout d'abord, merci beaucoup pour ces remarques. D'ailleurs, je suis particulièrement content de savoir que le professeur Bourdeau est là parce que c'était un de mes professeurs. Donc, c'est vraiment toujours un honneur et un grand plaisir d'être avec vous et de vous écouter. Je vais essayer de répondre rapidement. La première question, pourquoi la Russie n'a pas dénoncé les traités? Voilà, c'est une question très difficile. Mais je pense que au début, Excusez-moi, ils ont fini par le faire, mais tout récemment. oui, oui, Ils oui, ont dénoncé, mais très récemment. très récemment. Et je crois que c'était à l'initiative de l'Ukraine, même pas de la Russie. Donc votre question reste parce que pourquoi, s'ils étaient attaqués par des arbitrages, ils n'ont pas dénoncé. Et, il faudra avoir les traités sous main, mais je crois qu'il y a toujours un sens cette clause. Donc même si on dénonce les traités Oui, pendant un certain nombre d'années, les traités restent. Donc, oui. mais la position initiale, si j'ai bien compris, d'après ce que ça a été publié, c'était que la Russie n'avait complètement pas pensé qu'ils avaient
disons, background juridique pour l'attaquer. Et cela explique pourquoi récemment, ils ont même attaqué la Cour permanente d'arbitrage. Donc, peut-être ils ont été surpris et ils étaient convaincus que simplement en disant que tout était mal fondé en droit et ils auraient... Mais là aussi, peut-être c'était pas une bonne stratégie parce qu'on l'a vu, il vaut mieux toujours se défendre un arbitrage et en soutenant certaines thèses que de ne pas participer. D'ailleurs, l'affaire Texaco dans les années 70 le démontre, même si évidemment le niveau des arbitres peut-être a changé, parce que René-Jean Dupuis était un super internationaliste. Alors aujourd'hui, on en voit un peu moins. Et là, justement, je crois que tant vaut l'arbitre, tant vaut l'arbitrage. Et la position des partis est normalement à l'opposé, mais disons, j'aurais quelques soucis, vraiment quelques réserves, comme vous avez dit, à dire aisément que les arbitres étaient compétents dans chaque affaire, surtout sur les affaires, sur la question de la compétence ratione loci. Parce que, et je viens justement à la deuxième question. Il est vrai qu'évidemment, les États offrent un certain traitement aux partis. Le professeur Salacus a une expression très pittoresque. Il dit le but d'un traité bilatéral sur les investissements est de dire Will you still love me in the morning? Donc, qu'est-ce qui se passe après qu'une partie a investi, apporté du capital, etc. Est-ce qu'elle sera encore aimée le jour, lendemain? Cela fonctionne bien, même très bien en temps de paix, mais ma réserve porte justement sur le changement de circonstances. Parce que là, si on est dans une situation de guerre, et c'est une guerre au sens technique, ce n'est pas une mission spéciale comme quelqu'un a dit, c'est un conflit armé interétatique à haute intensité pure et dure. Et la vraie question théorique du moins qui se pose est quelle est la lex specialis. Et j'aurais tendance à penser que la lex specialis est le droit international humanitaire vis-à-vis du traité bilatéral. Même si c'est un traité bilatéral, donc il a une certaine dose de spécialité. Mais si je tiens, si j'ai bien compris, même les résolutions de l'Institut international dont évidemment vous êtes membre, je crois que vous avez dit que la spécialité du droit international humanitaire est plus forte de n'importe quels autres instruments. Peut-être que je me trompe, mais c'est une façon de lire les rapports. Et parce que ces rapports est très complexe. D'ailleurs, le problème a été créé, je ne veux pas critiquer trop, une fois que la Commission des droits internationaux nous a dit que les traités économiques s'appliquent, même les traités d'amitié, commerce et navigation s'appliquent parmi deux États qui sont en guerre, ça me semble déjà très bizarre, mais il faut tirer toutes les conséquences. Dura lex, sed lex, comme disaient les Romains. Et, mais dans les conflits, s'il y a un conflit entre le DIH et les traités bilatéraux, moi j'aurais tendance à dire que c'est le DIH qui prévaut parce que le but du DIH est beaucoup plus spécialisé dans un contexte de guerre qu'un TB qui s'applique en temps de paix et en partie en temps de guerre. Donc, ça serait mon approche. Mais évidemment, le sujet est ouvert à la discussion. Mais le droit international humanitaire, comment vous le voyez applicable lorsque vous avez une atteinte à des biens, par exemple quand vous avez une nationalisation, une expropriation? Et voilà, s'il y a une expropriation, et cette expropriation est le résultat d'une réquisition, la réquisition est réglée par le droit international humanitaire. Donc, la réquisition de guerre est possible, a des règles, encore une fois, à respecter. Donc, si un bien est sorti du patrimoine de l'entreprise par réquisition, et cette réquisition est justifiée par le droit international humanitaire, je crois que l'État a un bon argument de réponse pour dire, voilà, ce n'est pas une expropriation.
Autre chose, ça serait par exemple la destruction d'un bien lors d'une attaque. On sait bien que en droit international humanitaire, les commandants ne peuvent pas tout faire. Ils doivent faire des évaluations du terrain. Il faut que l'attaque soit proportionnée à la menace. Il y a le principe de proportionnalité militaire, évidemment. Les principes. Enfin, il y a des règles. Donc, si la destruction d'un bien, on est toujours dans un contexte de guerre, et c'est avéré en suivant les règles de l'interaction humanitaire, je crois que ce sont autant des arguments de défense des États. Mais on sait bien que dans une guerre, il y a peu de règles qui sont respectées. Donc, l'investisseur a aussi intérêt à dire, voilà, vous m'avez détruit ces biens. Il n'y avait même pas de nécessité militaire. Il n'y avait même pas une violation du droit international humanitaire. Donc, le droit international d'investissement est là pour sanctionner aussi, à sa façon, les questions. Donc, si on raisonne en termes d'analyse économique du droit, on peut dire que les droits internationaux des investissements portent une incentive économique à respecter les droits internationaux humanitaires. Parce que si on est en règle avec les droits de la guerre, on est en règle avec les standards de protection. Vice-versa, si on a fait de crimes internationaux ou des actions qui ne tiennent pas dans les jus in bello, on n'aurait pas de justification dans un arbitrage d'investissement. Parce que je voulais seulement préciser ça. Je ne veux pas dire que les arbitres d'investissement doivent improvisément appliquer les droits internationaux humanitaires tout court. Je dis, dans l'interprétation du traité bilatéral, comme il y a ces clauses générales qui ouvrent l'interprétation à d'autres normes du droit international, ils doivent tenir en compte les normes du DIH. Et donc, protection pleine et entière, parfait, c'est un standard dans l'absolu, mais si on est dans un contexte de guerre, cette protection pleine et entière doit céder devant une opération militaire qui est fondée sur la nécessité, sur la proportionnalité, etc. Donc, la protection de TBI est moindre dans un contexte de guerre, ce qui me semble raisonnable. C'était ça un peu mon esprit, en fait. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une autre question et puis je vais ajouter la mienne, qui est une question qui rebondit sur un des points qu'a évoqué Geneviève également. C'est en fait finalement pourquoi les États, je comprends que les investisseurs ne désignent pas des publicistes et des spécialistes de droit international public dans des arbitrages où il y a des questions de cet ordre-là. Ils y ont plutôt intérêt. En revanche, pourquoi les États, eux, ne désignent pas plus systématiquement des arbitres qui sont spécialistes de droit international? C'est peut-être une question tout à fait naïve, mais je me suis aussi posé la question. Voilà, et on peut peut-être répondre aux deux questions en même temps, puisque je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main également dans le chat. Donc allez-y si vous voulez ouvrir votre micro. Bonjour, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Je suis vraiment désolé, je ne vais pas pouvoir ouvrir ma caméra parce que là où je suis présentement, cela ne va pas me le permettre. Mais j'ai beaucoup apprécié la conférence. L'exposé est tout à fait clair et j'ai pensé à deux choses. Et la première, j'ai un peu appris très jeune la théorie de Niklas Luhmann sur le droit, la thèse sur le droit autopoétique et j'ai pas arrêté de penser à cela quand on a évoqué l'arbitrage transnational d'investissement, constitué notamment d'acteurs qui ont du mal parfois c'est vrai, à apprécier d'autres champs, d'autres domaines du droit international. Mais il en est, je dirais même, de la nature même de l'arbitrage d'investissement, un domaine qui contient sa propre logique de récit, sa propre logique de communication et de maintien quelque part. Mais en même temps, il y a eu je dirais, beaucoup d'évolutions. J'ai pas mal d'arbitres en tête qui se montrent d'ailleurs très bienveillants à l'égard de l'unité du droit international, Philip Sands, etc. Et même pas mal d'affaires, hein, la Aven contre Costa Rica, où les arbitres nous disent que au final, le traité bilatéral d'investissement n'est pas un outil fermé sur lui-même. C'est un outil qui fait partie intégrante du droit international et qui doit s'interpréter en fonction de l'ensemble des instruments de droit international. Et il y en a même qui vont plus loin, qui nous disent que
les investisseurs, les entreprises multinationales doivent être responsabilisés. Donc, on est quand même dans un domaine, c'est vrai qu'on peut faire toujours cette critique autopolitique, mais on est dans un domaine où les arbitres s'ouvrent beaucoup plus que ça. Sur le deuxième aspect, sur l'articulation droit international des investissements et droit international humanitaire, j'ai pensé rapidement à l'avis récent là, de la Cour internationale de justice, fin juillet 2025. Il y a eu une déclaration de la juge Cleveland, il me semble, et très, très intéressante à regarder, qui offre une perspective intéressante et qui prolonge en fait ce que j'appellerais ce progressisme arbitral et qui nous dit qu'au final, le droit international peut être interprété tout à fait au regard du droit international humanitaire. Et c'est vrai qu'on était un peu resté beaucoup sur l'aspect climatique, mais la juge nous dit que les conflits armés et nous rappelle en fait que les conflits armés causent des dommages importants à l'environnement et que divers instruments reconnaissent la nécessité de protéger et de préserver l'environnement pendant les conflits armés. Et, euh, et alors, il est vrai que dans l'accomplissement de leurs obligations de protection du système climatique, généralement, les États ne tiennent pas compte des dommages potentiels résultant des conflits armés et malheureusement, les traités bilatéraux d'investissement ne prennent pas toujours ça en compte. Donc, cette juge, la juge Cleveland, je trouve que sa déclaration est extrêmement intéressante parce qu'elle nous dit que les obligations des États en vertu des traités sur les changements climatiques et du droit international coutumier, d'évaluer, de signaler, d'atténuer les dommages causés au système climatique, comprennent également la responsabilité de traiter les impacts qui résultent des conflits armés et autres activités militaires. Je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant. Et elle nous dit également que ne pas tenir compte de ces dommages revient à sous-estimer et à déformer notre compréhension du réchauffement climatique qui pour moi est le véritable sujet du droit international, l'éthos du droit international, le droit relatif au changement climatique. Voilà, donc c'est quand même une piste qui nous ramène à l'idée d'intégration systémique qu'on a évoquée tout à l'heure. J'estimais quand même pertinent de le rappeler. Merci beaucoup. Merci bien. Si Fabrizio, vous voulez dire un mot pour conclure, ou pour répondre si vous le souhaitez. Euh, juste un petit mot qui me rappelle un peu l'histoire des rapports, un rapport controversé entre l'arbitrage d'investissement et les droits de l'homme. Je crois que les rapports entre l'arbitrage d'investissement et les droits internationaux humanitaires va suivre un petit peu le même chemin. Au début, il y a 20 ans simplement, on pensait que c'était vraiment deux choses très séparées. Après, on a vu l'arbitrage Urbacer, Philip Morris, qui a dit, ah non, en demande conventionnelle, effectivement, on peut soulever la question, même si l'acteur n'avait pas, la partie demanderesse n'avait pas soulevé. Donc, de façon procédurelle, disons, les droits de l'homme est venu à l'occasion. Après, l'interprétation des standards est devenue une pratique assez courante. On a pris l'amicus curiae qui est dans l'arbitrage d'investissement, dans ces rapports avec les droits humanitaires, on n'a pas vu encore, mais pourquoi pas? L'amicus curiae, la Croix-Rouge pourrait être un amicus curiae pour la qualification dans certains conflits. Donc, effectivement, on a un chantier qui s'ouvre et qui se développe. Et après, il y a la dimension des évaluations des dommages qui est, encore une fois, dans les contentieux droits de l'homme, investissement, on a vu qu'il y a un impact. La contribution de l'investisseur, par exemple, à la violation des droits de l'homme a été considérée comme une cause de récalcul des dommages, etc., etc. Donc, pour conclure, je suis optimiste que ce type de règles sont destinées à croiser leur chemin. Après, est-ce qu'il faut être professeur de droit international public ou de professeur de droit international privé? À mon avis, le fait d'être professeur aide beaucoup parce qu'on étudie beaucoup, et soit en droit privé, soit en droit public, on est forcé à étudier les deux choses et toute la journée. Donc, je crois que les professeurs ont un certain avantage compétitif vis-à-vis des arbitres qui ont été
très spécialisés, mais peut-être en matière de droit des sociétés, et qui ici n'ont pas grand-chose à voir. Après, comme je disais, la différence la font les arbitres. Et donc, c'est au parti aussi de choisir des bons arbitres, parce que le disait Pierre Lalive, non, tant vaut l'arbitre, tant vaut l'arbitrage. Et c'est vraiment ce qui tient, ce qui fait continuer l'arbitrage à vivre. Et j'espère que la perte de légitimité de l'arbitrage d'investissement ne va pas subir d'autres, disons, mauvaises journées à cause de la mauvaise interprétation du droit applicable qui est le droit international tout entier. Je vais terminer par là et je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour la lecture patiente et pour votre temps. Lecture qui fut un plaisir. Merci beaucoup, cher Fabrizio, d'avoir pris le temps de venir parler de votre ouvrage. Je rappelle qu'il est en vente aux éditions Pedone, Arbitrage transnational d'investissement et conflits armés. Alors, je donne rendez-vous à celles et ceux qui le souhaitent d'ici 15 jours, puisque le 14 octobre, nous recevrons Daniel Turp, professeur émérite de l'Université de Montréal, autour de son ouvrage La capacité internationale du Québec, un essai sur le droit et la pratique des relations internationales du Québec. Et puis, le 28 octobre, pour vous donner tout le programme du mois d'octobre, nous recevrons le professeur Jean-Baptiste Dudan, major de la dernière fournée de l'agrégation de droit public en France, autour de la publication de sa thèse aux éditions Pédone sur la conservation de l'État en droit international, un sujet qui renvoie d'ailleurs aux questions du changement climatique, ou en tout cas en partie à la question du changement climatique. Donc voilà pour le programme des Mardis du Crédit Me en octobre. Merci encore, cher Fabrizio. Merci à toutes et tous Merci à vous. d'avoir participé. Et puis, au plaisir de vous retrouver prochainement en ligne ou en vrai, parce que c'est aussi agréable tout de même. Merci beaucoup. Au revoir. Bon après-midi à tous. Au revoir.